Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est un immense plaisir de vous parler du vieillissement, de comment bien vieillir aujourd'hui et des avancées actuelles sur la prise en charge du vieillissement et l'abord du vieillissement. Les choses vont très 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 vite. Vous savez qu'on a une pyramide des âges, j'en parlerai tout à l'heure, tout à fait exceptionnelle en France. En raison des deux guerres mondiales, et la population française vieillit, la proportion de personnes âgées vieillit, et on fait en 100 ans ce que les pays émergents vont faire en 30 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on est un peu le modèle actuel pour des pays comme la Chine. Vous savez combien il y a de Chinois sur Terre. Le modèle pour le Brésil, ce qu'on appelle les pays émergents. Et donc, eux, en 30 ans, ils vont faire ce que nous, on a fait en 100 ans. Donc, on est un modèle. On est également un modèle en termes de recherche. Et puis, vous savez, vous avez vu la campagne électorale d'Emmanuel Macron, qui voulait baser l'avenir moins sur une médecine curative, sans oublier les traitements, bien sûr, mais d'être de plus en plus vers une médecine préventive, c'est-à-dire de se mettre en situation d'éviter, tant que faire se peut, il y a la chance bien sûr et la malchance qui sont là, mais tant que faire se peut, et essayer de mettre toutes les chances de son côté pour ne pas être malade, et puis aujourd'hui c'est pour vieillir dans les meilleures conditions qu'il soit. Et on passe petit à petit d'une médecine donc curative à préventive, il faut l'espérer, et on passe aussi petit à petit d'une médecine qui était centrée sur les organes, le cœur, le poumon, le cerveau, vers une médecine plutôt multidisciplinaire, c'est-à-dire toutes les disciplines confondues, même les sciences humaines et sociales, la physique rentre dans la médecine, avec toutes les nanotechnologies, et sur une prise en charge globale, c'est-à-dire que si on s'occupe d'un cœur, et ben autour de ce cœur, il y a une personne avec plein d'autres choses. Et donc tout ça est en train de changer, et la médecine générale est une prise en charge globale, la médecine interne qui prend les maladies rares mais dans leur globalité, et le vieillissement et la gériatrie, c'est vraiment, on va dire, l'excellence, le modèle de la prise en charge globale de la personne, parce que si on se centre sur un organe, on oublie les autres et on va mal prendre en charge. Donc ici, c'est l'agenda de la conférence. Je vais essayer de ne pas vous saouler. Je vais vous poser quelques questions régulièrement pour vous interpeller. Donc je vais vous parler un petit peu de science, mais c'est des choses très très simples. C'est juste pour vous montrer aujourd'hui sur quel modèle on peut s'appuyer pour mieux comprendre le vieillissement. Vous allez voir qu'on est très très loin de l'homme, mais ça permet parfois de screener des molécules, de screener des cascade de voies d'activation de choses qui se passent dans l'organisme. Ensuite, je vous parlerai du programme de vie, c'est quoi une vie, ensuite, je vous parlerai de comment on vieillit, à partir de quel âge on commence vraiment à vieillir, c'est quoi le grand vieillissement, et ça c'est une particularité de notre pays, comme également le Japon, le Canada ou la Suisse, mais la France se positionne très bien. La fragilité, alors là c'est un roman fleuve depuis une quinzaine d'années, on parle de la fragilité, repérer les patients fragiles, mais vous allez voir qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup à faire pour savoir ce qu'est exactement la fragilité. Et puis à la fin, j'ai décidé de bien vieillir. Comment je mets toutes les chances de mon côté pour bien vieillir. Alors il y a une théorie qui date de quelques années maintenant, c'est quasiment 80 ans, c'est la théorie des flics. Donc ce tableau, il peut vous paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Vous voyez ici, on a pris des cellules, un bout de peau. Alors pour vous dire la vérité, c'était des prépuces, des petits garçons qui avaient été circoncis pour des questions religieuses la plupart du temps, ou des personnes plus âgées pour raisons médicales. Et sur ce bout de peau, on a pris les cellules et on les a cultivées. C'est-à-dire que quand on prend les cellules d'un tissu, n'importe quel tissu, qu'on les met dans une boîte avec de l'engrais, ce qu'on appelle une solution de culture cellulaire, les cellules se divisent X fois à une vitesse déterminée. Et vous voyez que si on prend des cellules d'un garçon de 5 ans, ou des cellules au même endroit d'un monsieur de 79 ans, ben vous voyez ici que chez ce monsieur de 79 ans, ces cellules vont mettre 80 jours pour se diviser à peine 18 fois. Si on prend au même endroit chez un petit garçon les mêmes cellules, vous voyez qu'ici, à 90 jours, les cellules se sont divisées 65 fois. Si on regarde ici au 80e jour, vous voyez qu'en fonction de l'âge du donneur, c'est-à-dire qu'on a pris les mêmes cellules au même endroit à des individus hommes d'âge différents, ben vous voyez que plus
le patient au départ était âgé, moins ces cellules vont se multiplier, se diviser, et le moins vite que les autres également. Donc comme si c'était quelque chose d'inéluctable, nos cellules sont programmées pour un nombre de divisions, et quand elles sont plus âgées, on a beau les mettre en culture avec de l'engrais, c'est le même engrais pour les jeunes que pour les vieux, les cellules jeunes, elles continuent à pousser assez vite. Vous avez peut-être entendu parler des télomères, c'est un prix Nobel de médecine de 2009, donc c'est pas si vieux que ça. On a des chromosomes, vous savez, on a tous des chromosomes, c'est ce qui constitue notre capital génétique, on en hérite la moitié de notre maman et la moitié de notre papa, et au bout de ces chromosomes, on a des séquences répétées de petits bouts de chromosomes. Et au fur et à mesure du vieillissement et des divisions de ces cellules, ces bouts de chromosomes qu'on appelle les télomères, on les perd. Alors on les perd plus ou moins vite selon l'environnement. On sait que selon la nutrition, selon l'exposition aux irradiations, selon l'exposition à l'environnement, à toutes les molécules que l'on peut malheureusement parfois respirer, on sait que l'on va perdre ces bouts qui sont au tout bout de nos chromosomes. Vous les voyez ici, c'est les chromosomes qui sont en bleu, et au bout, ce sont les télomères. Et donc, on peut, en fonction de certaines expositions ou de certains médicaments, pas miracle, ça n'existe pas, on peut ralentir le raccourcissement de ces télomères qui sont au bout de nos chromosomes. Et donc, on peut, malheureusement, le plus souvent accélérer le vieillissement et parfois le ralentir. C'est un peu plus dur. Alors, la nature est bien faite parce que pour ces télomères qu'on a au bout de nos chromosomes, que l'on perd à chaque division cellulaire, il y a des enzymes qu'on appelle les télomérases et elles viennent recoudre des bouts de télomères sur les chromosomes. Et vous voyez ici les télomérases. Alors, il y a une espèce de compétition entre le raccourcissement des télomères et les télomérases qui vont comme ça recoudre des bouts de chromosomes. Vous voyez qu'on peut avoir comme ça des télomérases extrêmement actives. Et on en a par exemple dans l'intestin, les cellules du sang, et puis la peau. Vous savez que la peau se renouvelle en 21 jours. Vous voyez ici, c'est des tissus qu'on appelle à renouvellement rapide. Ces tissus se renouvellent très vite, très longtemps au cours de la vie, et ça permet de rester des tissus en perpétuel renouvellement. Malheureusement, dans les cancers, on a aussi une activité de ces télomérases. Vous savez qu'on dit que les cellules cancéreuses, la plupart du temps, sont immortalisées parce qu'elles restent complètement insensibles au vieillissement. On arrive comme ça à avoir des télomérases de très grande activité dans les cancers, et ça permet d'ailleurs maintenant d'être une thérapie ciblée, c'est-à-dire qu'on va cibler l'activité des télomérases pour arrêter cette immortalité. Alors que quelque part, on voudrait tous peut-être l'immortalité. Dans le cancer, c'est l'inverse, on va chercher autre chose. Donc, vous voyez, toutes ces notions de nombre de divisions cellulaires, les télomères au bout des chromosomes, les télomérases, tout ça, ça a permis de comprendre comment on vieillit, comment on peut accélérer le vieillissement, comment on peut essayer de le ralentir, et puis aussi des maladies dont la fréquence augmente avec l'âge, comme le cancer. Alors ça ici, c'est la taille des télomères chez les deux sexes, hommes et femmes confondus, et ce qu'on appelle, c'est les courbes de survie. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Longueur, ça veut dire que les sujets avaient des longs télomères, comme des sujets très jeunes. Et ici, vous avez des sujets qui avaient des shorters, c'est des petits télomères. C'est-à-dire que si aujourd'hui on faisait le calcul ou la mesure de la taille de nos télomères, certains auraient des télomères plus longs, certains des télomères plus courts, et a priori, dans l'absolu, ceux d'entre nous qui avons les télomères les plus courts, on vivra moins que ceux qui ont des télomères les plus longs. Donc ça pourrait être potentiellement un marqueur de longévité, en sachant qu'aujourd'hui, on ne s'en sert absolument pas en routine, mais ça va très certainement arriver dans les prochaines années. Et vous voyez, donc ça, c'est les deux sexes réunis. Ceux qui ont des longs télomères, vous voyez que la courbe est au-dessus, c'est-à-dire que là, vous avez 100% de vivants, et là, ça diminue en fonction du temps. Vous voyez que ceux qui ont des télomères les plus longs vivent plus longtemps que ceux, meurent moins que ceux qui ont des télomères les plus courts. C'est encore vrai au-dessus de 60 ans, c'est vrai entre hommes et femmes, et ça reste un petit peu moins vrai. Vous voyez que la différence est un peu plus petite au-dessus de 75 ans, comme s'il y avait un cap à passer à partir duquel les choses s'équilibrent. Et on sait très bien que les centenaires ou les super-centenaires, la plupart du temps, ont des télomères très longs et ont été tout à fait protégés de beaucoup de maladies. Comme s'il y avait un cap. Et aujourd'hui, la science n'a pas encore défini ce pourquoi de ce cap, mais il semble se passer quelque chose.
Alors, on a des modèles animaux, on a des modèles humains moins joyeux, parce que les modèles humains, ce n'est pas ce qu'on recherche du tout, mais malheureusement, ils existent dans la nature. Donc, vous avez ici des modèles qu'on appelle la drosophile, c'est une mouche. Vous avez ici le C. elegans, c'est un petit ver. Et là, ici, vous avez les mammifères, et on utilise la souris. Pourquoi on utilise ces modèles? Vous savez que la vie d'un homme ou d'une femme en France, c'est à peu près 82 ans, 83 ans, hommes et femmes. On ne va pas faire des études sur les hommes pour le vieillissement, en tout cas pour la longévité, parce qu'il faudrait transmettre à nos successeurs, de successeurs, de successeurs, pour avoir la réponse à nos questions posées. Donc on utilise des modèles ici. La souris, c'est un mammifère, donc c'est assez proche de l'homme. Ça vit à peu près 2 à 3 ans, mais 2 à 3 ans, c'est long. C'est très long en recherche. Quand on pense qu'une thèse de science, ça dure 3 ans, si on veut faire de la longévité, l'étudiant, il est à peine arrivé qu'il doit mettre ses souris dans le protocole, et puis la réponse, ce sera quasiment la veille de sa soutenance. Donc c'est un peu compliqué parfois. Donc on utilise, en recherche sur le vieillissement, des petits modèles, comme le C. elegans et la drosophile. Et pourquoi on utilise ces modèles? Parce qu'on s'est rendu compte que, ici, vous voyez, il y a des noms un peu barbares, hein, comme mTOR, FOXO. Ce sont des molécules, ce sont des voies d'activation que l'on connaît dans nos cellules, des choses qui s'allument pour dire, tiens, ça vieillit, ou tiens, ça vieillit pas. Et ça, on les connaît chez l'homme, on les connaît chez les mammifères. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée en recherche sur le vieillissement, on s'est rendu compte qu'il y avait des homologies. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes molécules, mais c'est très, très proche. Et donc, on peut se servir de ces modèles pour avoir des réponses à nos questions. Si vous voulez une étude sur 10 humains, ça prendrait, déjà, est-ce que c'est éthique de faire de la longévité sur l'humain? Ça prendrait 80 ans, ça coûterait très cher. D'accord. Sur la souris, ça coûte 2 ans, ça coûte moins cher, et puis on peut avoir des dizaines de souris. Chez les petits vers ou chez la mouche, on a des dizaines ou des centaines de vers pour être certain d'avoir des choses reproductibles, d'être certain que ce qu'on trouve, c'est bien toujours la même chose, c'est-à-dire quand je mets telle molécule, j'accélère le vieillissement, ou quand je mets telle molécule, je ralentis le vieillissement. Donc on peut avoir, on dit n égale 100 ou n égale 200, et surtout on a la réponse en 10 ou 15 jours. Par rapport à 80 ans chez l'homme, vous vous rendez compte que c'est bien plus pratique. Donc ici, vous avez un modèle, hein, c'est la drosophile, c'est une mouche. Il y a une équipe à Pasteur qui travaille sur la drosophile, notamment dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, c'est des organes assez simples, mais on peut regarder combien de temps vit la mouche, comment elle vole, quelles molécules qui s'allument quand on les met dans telles conditions sur une molécule qui potentiellement pourrait être anti-maladie d'Alzheimer. Est-ce que la mouche vole toujours pareil? Est-ce qu'elle vole mieux? Est-ce qu'elle vole moins bien? On peut comme ça regarder des choses qui s'allument ou qui s'éteignent. Et vous voyez, le cycle de la mouche, c'est quelques jours. On a un cycle total de vie de la reproduction de la mouche. Le petit ver, ici, c'est un petit ver. Donc nous, on l'a au laboratoire, à la faculté de médecine. C'est un ver qu'on appelle donc le C. elegans, qui s'appelle elegans parce que quand il avance de manière extrêmement élégante. Et vous voyez que c'est très très loin de l'homme, c'est très loin de la souris, mais on peut comme ça avoir un cycle de vie en quelques jours, hein, et puis en fonction de la température, on peut voir si le ver vit bien, s'il meurt, et puis surtout on peut mettre des molécules qui vont s'allumer au microscope, qui vont devenir verts. Vous voyez ici, on a mis ce ver avec certaines molécules antioxydantes. Vous savez, les antioxydants, on a l'impression que ça va faire vivre tout le monde jusqu'au au moins 100 ans. Pour l'instant, il n'y a rien de prouvé chez l'homme, mais en tout cas, chez la souris, ça marche, chez la mouche, ça marche, et chez la drosophile, et chez le C. elegans aussi, vous voyez que ça marche, ici, ça s'allume. Là, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, je vous montrais les courbes de survie chez l'humain. Ici, vous avez un nombre de vers, c'était 100 vers, vous voyez qu'ils sont tous vivants, ils sont à 100% de survie, et en fonction de la concentration de l'antioxydant, donc là, c'était des antioxydants des baies, les mûres, hein, ce qu'on appelle ici les blueberries, vous voyez que si on ne met pas d'antioxydants, c'est la courbe verte, et ben les vers vont mourir plus vite que si on met un antioxydant à la dose de 67, c'est la courbe orange, et si on en met encore plus, 200 microgrammes ici, et ben on voit que la courbe est pareille, ça ne sert à rien. Donc la réponse à la question ici, c'était est-ce que chez ce petit modèle de verre, quand on met des antioxydants, est-ce que ça permet de limiter la mortalité, d'augmenter la longévité?
La réponse a été oui, et en plus, ce n'est pas la peine d'aller à des doses monstrueuses à 200, puisque à 67, on a déjà une réponse qui est positive. Vous voyez qu'un petit modèle tout simple, on a des réponses à nos questions. Ça permet de dire ce qu'on appelle, on fait un screening, c'est-à-dire qu'on teste plein de molécules, on teste différentes concentrations, et on a une réponse à nos questions. Et après, on peut passer chez un autre modèle, la souris, puis après passer chez l'homme. Ça, c'est un modèle de souris, c'est ce qu'on appelle les souris SAM, pour sénescence accelerated mice, donc les souris à sénescence accélérée. Vous voyez ici qu'on a une souris qui est normale, qui a le même âge, c'est-à-dire 12 mois, qui a 1 an. Et là, vous avez une souris qui est génétiquement programmée pour vieillir. Et vous voyez que là, elle commence à perdre ses poils. Elle est en vieillissement accéléré. Et on peut comme ça permettre... Alors, il y a des souris qui vivent jusque 2, 3, 4 ans. Celles-ci, elles vivent entre 9 et 12 mois. Donc, ça permet d'accélérer la réponse aux questions qu'on peut se poser sur ces modèles. Et alors, on a toutes un panel, donc là c'est en anglais, mais vous voyez qu'on a les SAM P8, P1, P6, P3, P10, P11, et selon que l'on veut regarder un problème cérébral, on prendra ici la P8, si on veut regarder un problème rénal, on regardera la souris P11, et ça permet donc d'avoir comme ça réponse à nos questions de manière plus rapide chez des mammifères avec toutes ces mutations qui, c'est pas la peine de les lire, mais vous voyez qu'on a tout ce panel. Le microcèbe, donc ça c'est un modèle qui est très très intéressant, qui n'est pas très très vieux, parce que la première publication, vous voyez, c'est 2006, un peu plus de 10 ans. Alors c'est un petit murin qui a une espérance de vie de 5 ans et qui est extrêmement bien particulier parce que 20% de la population va faire une démence de type maladie d'Alzheimer. Et donc sur ce modèle, quand on veut étudier ce qui peut accélérer une démence, et surtout des médicaments qui pourraient prévenir, retarder, curer une démence, on peut se servir de ce modèle puisque 20% de la population va faire une maladie d'Alzheimer murine. Un autre modèle, c'est le ratopnu. Vous voyez que son nom barbare. Ici, c'est une espérance de vie de 30 ans. Et ce ratopnu, il est exceptionnel parce qu'il a la particularité de faire des protéines sans erreur. Vous savez qu'en permanence, on fait des protéines, notamment notre foie, et régulièrement, ça bug. Alors ça bug, ça peut avoir des effets secondaires. Ça bug, ça peut être juste éliminé. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de mieux que de faire des erreurs, mais c'est inéluctable pour nous. En tout cas, le ratopnu, lui, ne bug pas sur ses protéines. Elles sont quasiment toutes pures. Et en plus, il fait... Alors vous connaissez l'acide hyaluronique qu'on peut injecter dans les rides. Ça n'a rien à voir ici, mais c'est la même molécule en tout cas, mais ça n'a rien à voir dans la finalité. C'est que ce ratopnu fait des grosses molécules d'acide hyaluronique qui, a priori, dès qu'il y a un potentiel de cellules cancéreuses, se met autour et tout s'arrête. Et en fait, ce modèle ne fait pas de cancer. Et donc vieillit très très bien, sans problème particulier, et sa vie s'arrête, on va dire, quasiment du jour au lendemain. C'est un vieillissement qui est un vieillissement général, qui n'est pas un vieillissement dû à un cancer ou qui est dû à un problème d'organe. Donc là, c'est moins drôle, c'est ce que je vous disais, on a des modèles humains sur le vieillissement. Là, c'est le modèle de la progeria ou Hutchinson-Gilford. Vous voyez ici ces deux enfants, ici 6 ans et là 15 ans. Vous voyez que l'aspect physique de ces enfants ressemble beaucoup plus à des gens très âgés. Et ces enfants en fait, ne meurent pas de cancer, mais meurent de maladies cardiovasculaires, d'insuffisance respiratoire et de fractures multiples. Le cœur, le poumon et les os et les vaisseaux vieillissent très très vite. Et on s'est rendu compte que c'était une mutation, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 1999, qu'il y avait une mutation sur une protéine qui était mal codée et donc mal faite. Et donc dans toutes les cellules, il y a un problème sur une protéine qui fait le squelette de la cellule et ces enfants vieillissent bien plus vite. Un autre syndrome qui n'est pas drôle non plus du tout, c'est le syndrome de Werner. Et là, vous voyez cette jeune fille qui a 15 ans, qui fait tout à fait son âge de 15 ans. Mais vous voyez, à 48 ans, elle ressemble quand même plutôt à une femme, on dirait 80-90 ans. En tout cas, voilà, c'est une mutation aussi sur une protéine qu'on appelle la protéine de Werner et qui a été découverte il n'y a pas très très longtemps non plus, mais qui explique des vieillissements qui sont comme ça accélérés par juste une protéine qui est mal codée.
Alors c'est quoi un programme de vie? Vous vous en doutez, on le vit tous, hein. On va de la fécondation de l'œuf jusqu'à la maturité. Et puis après la maturité, après la puberté, on a quelques années où tout va bien. Puis après, on a l'impression qu'on commence un petit peu tous les jours à vieillir. Je vois des gens qui rigolent dans la salle. Et c'est vrai que c'est pas pour rien qu'on dit « Ah, mais 20 ans hein. ». Je pense que c'est un nombre pile, mais qui veut dire beaucoup. Et puis il y a des notions de sénescence, de maturité, longévité maximale, espérance de vie. Il ne faut pas confondre tout ça, hein. Vieillesse, vieillissement, sénescence, espérance de vie, longévité et longévité maximale. Le vieillissement, alors ça, il y a des caisses de définition du vieillissement, hein. Il y a la définition physiologique, c'est-à-dire que plus on vieillit, moins on répare. Et on sait très bien que quelqu'un qui va faire un problème sur un organe, problème aigu, ne va pas récupérer de manière identique à avant le problème, s'il est âgé, alors que s'il a 20 ans, en général, on répare très bien, on répare voire quasiment jusqu'à la normalité. Comme on dit, c'est ad integrum, on répare en intégrité. Vous avez une définition qui est plus épidémiologique ou actuarielle, c'est plus on avance en âge, plus la probabilité de mourir augmente. Et puis une autre définition qui est plutôt évolutionniste, c'est que plus on avance en âge, plus la fertilité diminue. Et on sait très bien la période de la ménopause chez la femme qui est brutale, hein, chez tous les mammifères d'ailleurs, et l'andropause chez l'homme qui est beaucoup plus atténué, mais qui est là également. La vieillesse, donc le vieillissement, on peut en parler pour tout le monde, hein. On peut dire qu'un ordinateur a mal vieilli, qu'un papier peint a mal vieilli. En revanche, la vieillesse, c'est que pour l'espèce humaine et puis les animaux domestiques. Et puis la vieillesse, il faut voir comment on la regarde, hein. À 20 ans, quand on parle de quelqu'un de 60 ans, on a l'impression qu'il est fortement âgé. À 60 ans, quand on a 60 ans, on n'est pas âgé. Et il y a même des centenaires qui se sentent tout à fait jeunes, au moins dans leur tête, et c'est un facteur de succès du bien vieillir. Alors la définition de passer dans l'âge du vieux, c'est 60 ans ou 65 ans. L'OMS dit 65 ans. En France, on peut rentrer dans un service de gériatrie à partir de 60 ans. Nous, en général, on ne prend pas les patients en dessous de 75 voire 80 ans. Parce qu'avec le vieillissement de la population, ces définitions sont complètement inadaptées à l'état actuel du vieillissement. Et souvent, je dis qu'il ne faut pas dire que le vieillissement, c'est un problème de société, c'est un bonheur de société. On a quand même bien décalé. Maintenant, l'enjeu, et l'enjeu du centre Pasteur Lille, CHU de Lille, Prévention Santé Longévité, c'est de proposer, de repérer tous les facteurs de risque qui vont nous permettre, qui doivent nous amener à vieillir le plus longtemps possible en bonne santé ou le moins malade possible. Et puis vous savez, la perception de la vieillesse est très variable, je le disais, en fonction de l'âge, mais il y a aussi de manière très culturelle, hein. Il y a des tribus en Afrique, des pays en Asie où la personne âgée est celle qu'on a envie d'être, de ressembler, c'est le sage, et on a vraiment une attirance vers la personne âgée, alors que dans nos pays, on est plutôt actuellement vers le jeunisme. La sénescence n'est qu'une définition qui est totalement biologique. L'espérance de vie, alors tout le monde la connaît, hein. En France, on est un des rares pays, et ça on peut en être très fier, hein. On gagne à peu près 3 à 4 mois d'espérance de vie tous les ans. Il y a eu un petit bug en 2015, donc on attendait les résultats de 2016, et heureusement en 2016, c'est reparti. Donc tous les pays ne sont pas comme ça. Les États-Unis étaient sur cette croissance-là, mais ça fait 4 ou 5 ans qu'ils sont non seulement, ils ne sont plus en train de monter en espérance de vie, mais ils diminuent. Et ils diminuent à cause de quoi? Ils diminuent à cause du diabète, l'obésité et la sédentarité. Donc c'est des choses aussi là où en France on peut dire bravo et merci, parce que même s'il y a de l'obésité et du diabète, pour en finir on n'est pas si mal logé et on arrive à gagner encore en espérance de vie très régulièrement. Alors il y a des différences, hein, il y a toujours des facteurs hommes-femmes qui tendent à se rapprocher, hein, à diminuer cet écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Biologiquement, on a l'impression que ce sera toujours différent, l'espérance de vie, parce que bien sûr que les hommes et les femmes sont différents. Il y a des facteurs également environnementaux, et c'est sur ça qu'on peut travailler beaucoup, hein, l'environnement, en sachant que l'environnement, c'est aussi l'environnement nutritionnel, c'est l'environnement d'accès aux soins, hein. En France, c'est un pays quand même merveilleux, on a un accès aux soins extrêmement facile, on est bien soigné quasiment
partout, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sur tout le territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver, mais c'est ça aussi qui nous permet de gagner régulièrement en espérance de vie. Bon, ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais on le sait, donc c'est pour ça qu'on a tout à faire. C'est l'espérance de vie en France. Donc, plus c'est rouge, moins c'est bon. Donc, vous voyez que... Voilà, mais c'est pour ça qu'on fait un centre de prévention sur la longévité, pour justement inverser. J'espère que dans 10 ans, on pourra vous la retourner, la carte, ou retourner les couleurs. En tout cas, c'est un objectif, une ambition. Donc ça, on le sait, hein, c'est principalement tabac, alcool et surtout nutrition, hein, sur laquelle on peut faire des gros efforts. Et puis, il y a aussi les aspects sociaux qu'il y a derrière tout ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que même si on est tout rouge en France, on est tout bleu marine, sans faire de politique, on est tout bleu ici. Vous voyez, c'est les pays dans le monde qui ont la meilleure espérance de vie. Et vous voyez qu'on reste quand même dans le top 5 des pays avec la meilleure espérance de vie au monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Ça, c'est la projection du vieillissement, hein, dans les années à venir. Et vous voyez que, je ne vois plus si la France est là, ici. Hein, vous voyez, aujourd'hui, on est en 2010. Hein, c'est le pourcentage des patients de plus de 65 ans. Vous voyez qu'on était en 2010 à peu près 16,5%. Et vous voyez que projection 2040, ce sera 25% de la population. On dit souvent que 30% de la population aura plus de 60 ans en 2040. Alors, le vieillissement de la population, ce n'est pas l'augmentation du nombre de personnes âgées dans une population. Le vieillissement d'une population, c'est l'augmentation de la proportion des personnes âgées. Et là, vous voyez encore une projection, hein, tout le monde projette en ce moment, ici en 2050. Là, on se situe à peu près là. Et vous voyez que ici, c'est les 75-84 ans et les plus de 85 ans. Vous voyez qu'en 1950, il n'y en avait quasiment pas. Et vous voyez qu'en projection 2050, la part des plus de 85 ans va augmenter de manière extrêmement considérable. Et là, il faut se préparer. On ne l'est pas, hein. Les hôpitaux ne sont pas préparés. Les médecins ne sont pas préparés et la population générale n'est pas préparée. D'où la conférence d'aujourd'hui pour sensibiliser les personnes, tout le monde, au vieillissement de la population et sortir de cette médecine d'organes et de cette médecine curative pour aller sur de la prévention. Alors vous connaissez peut-être la curieuse histoire de Benjamin Button, hein, c'est ce gamin qui est né tout vieux, c'est Brad Pitt qui l'a incarné et qui fait les choses à l'envers. Et je trouve que ce film il est passionnant parce qu'en fait c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est le vieillissement de la population aujourd'hui qui nous apprend la médecine. C'est-à-dire qu'on court après ce que les personnes âgées, je ne vais pas dire nous inventent parce qu'elles ne le font pas exprès, mais l'épidémiologie des problèmes que nous présentent les personnes âgées. Tout à l'heure, je vais vous parler de la confusion, syndrome confusionnel, je vais vous parler de la chute de la personne âgée. Moi, j'ai 51 ans. Quand j'ai fait mes études il y a une trentaine d'années, je n'ai pas eu de cours sur la gériatrie, 0 heure. J'ai eu 0 heure sur la chute et j'ai eu 1 ou 2 heures sur la démence d'Alzheimer. Vous voyez que tout ça, ça avance parce qu'on ne savait pas ce que ça allait le faire. Et je trouve que ça, c'est bien parce qu'il fait les choses au début de la vie, donc c'est bien, on sait où on va. Tandis que là, parfois, avec le vieillissement de la population, on est encore dans des inconnus, on ne sait pas quels vont être les syndromes du grand vieillissement dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ou 50 ans. Alors, à votre avis, c'est quoi la différence entre ces jumeaux ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? J'ai déjà présenté cette photo. Vous avez deux jumeaux mâles, hein, deux jumelles. Donc les facteurs génétiques, ils ne sont pas là, puisque ce sont des vrais jumeaux. Les pathologies, l'histoire ne raconte pas s'ils ont fait des maladies. Et il y a les facteurs environnementaux, c'est le tabac. C'est-à-dire que c'est deux jumelles qui ont vécu de manière séparée, donc qui ont, après... quand elles se sont envolées du foyer familial, elles ont vécu de manière séparée et elles se sont retrouvées, une fumait pas. Et là, c'est des jumeaux pareils. Eux, ils vivaient très proches, mais un a arrêté de fumer 15 ans avant l'autre qui fumait toujours. Vous voyez, c'est un grand classique du genre, hein, mais c'est un facteur environnemental, c'est le tabac. Donc ça, c'est le vieillissement qui se voit. Mais imaginez à l'intérieur le vieillissement des vaisseaux, des carotides pour aller faire un AVC, des coronaires pour aller faire un infarctus du myocarde, et du facteur de risque cancer du poumon. Vous imaginez que leur longévité et leur fin de vie ne va pas être la même du tout pour ces jumeaux.
Donc à partir de quel âge on vieillit? Donc je vous disais qu'on peut vieillir à partir de 20 ans. Je pense qu'on le sent vraiment entre 45 et 50, 55. Je regarde Cathy. Hein. On en parle. C'est pour ça que je me permets. 25. Donc là, vous voyez ici, c'est la fonction rénale et de manière, en termes de population générale. Donc là, ce n'est pas des patients malades. Vous avez ici les tranches d'âge des patients, donc de la population générale non malade. Et vous avez ici l'échelle de la fonction rénale. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, on a la fonction rénale qui diminue. C'est dit normal aujourd'hui, c'est physiologique. Et vous voyez qu'en général, on dit qu'on a une insuffisance rénale quand le chiffre descend en dessous de 60. Et vous voyez qu'en termes de population générale, on est ici, on va dire, insuffisant rénal à 70 ans. Est-ce que c'est une insuffisance rénale? Aujourd'hui, on a du mal à le définir. On pense que oui, par rapport aux définitions de l'insuffisance rénale d'il y a 20 ans. Mais vous imaginez si on continue comme ça, hein, il y a des patients qui vont se retrouver avec une fonction rénale qui serait quasiment nulle, mais qui continuerait de vivre. Donc, est-ce que cette définition est encore bonne? Et ça, c'est aussi ce que nous invente aujourd'hui le vieillissement de la population, c'est de revoir toutes nos normes, parce qu'on ne sait pas forcément toujours où est-ce qu'on va et à partir de quand il faut considérer qu'on est insuffisant. Donc là, c'était la fonction rénale dont je vous parlais. Ici, c'est la taille des reins. Vous allez voir que la taille des reins, 20, 29 ans, 30, 39 ans, 40, 49 ans. Donc je vous ai expliqué qu'à partir de là, on parle d'insuffisance rénale. C'est-à-dire si vous allez voir votre toubib qui vous fait une prise de sang, il va vous dire que ici, vous étiez insuffisant rénal à 70 ans. D'accord ? Mais là, vous voyez que votre vieillissement rénal, eh ben, il a commencé bien avant. D'accord ? Et au niveau cellulaire, ça a commencé encore avant. Donc, vous voyez, entre le vieillissement qui se voit sur un marqueur type une prise de sang pour aller calculer la fonction rénale, et là, c'était juste une échographie rénale, vous voyez qu'on commence à vieillir extrêmement tôt. Ça, c'est le vieillissement du cerveau. Le 1, c'est considéré comme le maximum, ici, là, le maximum du mieux de votre cerveau. Hein, c'est la matière grise dans votre cerveau. On dit souvent qu'il n'y a pas de matière grise, celui-là. Ben, vous voyez que le mieux de votre matière grise, c'est 40, 50 ans. Et après, ça commence à décliner quand on vous fait une analyse de votre matière grise. Vous pouvez toujours rester très bien sur le plan fonctionnel cérébral, c'est-à-dire avoir un cerveau qui marche très bien. Il y a des exceptions. Mais vous voyez qu'à 45 ans, il peut déjà se passer un vieillissement, en tout cas sur les images que peut donner un scanner ou une IRM cérébrale. Là, c'est pareil, c'est la taille de certaines parties du corps du cerveau. Les hippocampes, c'est là que se situe vraiment la mémoire. Ça, c'est le cortex latéral préfrontal, c'est plutôt l'humeur qu'on a devant. Et vous voyez que l'humeur, à partir de 20 ans, le cortex préfrontal continue à diminuer. En revanche, pour la mémoire, c'est ici, on sera plutôt sur 40 ans pour les hippocampes. Vieillissement osseux, tout le monde connaît le mot ostéoporose, hein, c'est quelque chose qu'il faut absolument guetter. Vous voyez ici, c'est la masse osseuse entre l'intra-utérin, la puberté, donc là on n'est pas du tout au maximum de sa masse osseuse à la puberté, on l'atteint à peu près ici, et vous voyez qu'après ce n'est qu'une diminution progressive avec les femmes qui ont une ostéoporose plus fréquente et plus importante que les hommes, et vous voyez que là on pourrait dire que le vieillissement osseux commence à partir de l'âge de 40 ans. La fameuse DHEA du professeur Beaulieu, hein, vous avez tous entendu parler de cette hormone miracle. Vous voyez ici le cycle normal de la DHEA. Ici, c'est la naissance. Donc, pendant que vous êtes dans le ventre de votre maman, votre DHEA commence à monter. Elle est au premier pic, c'est à la naissance, puis ça diminue et ça remonte. Et encore une fois, là, on est bingo. Hein, on est dans les 20-25 ans, le bel âge, où on a, a priori, le meilleur moment pour avoir toutes ces fonctions et cette hormone qui a été vendue, l'hormone du vieillissement. Et il y a encore des patients qui prennent de la DHEA aux États-Unis et dans certains pays autres. Hein, vous pouvez acheter vos petites boîtes de DHEA si vous le souhaitez. Ça, c'est encore plus jeune. Hein, c'est le nombre d'ovules, d'ovocytes qu'ont les petites filles au cours de leur vie. Et vous voyez que le maximum d'ovocytes est à 7 mois in utero. C'est-à-dire que 2 mois avant de naître, la petite fille, elle perd déjà un certain nombre d'ovocytes. C'est-à-dire qu'avant de naître, les petites filles, elles ont déjà commencé
à vieillir, et puis ça va être une diminution progressive jusqu'à la ménopause, où il n'y a plus du tout d'ovocytes. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, je vous déprime, hein. Si vous avez déjà entendu parler de l'épigénétique, on a notre capital génétique, on l'hérite, on peut quasiment rien y faire, et puis on a les maladies. Et entre deux, on a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que notre capital génétique ne va pas être exprimé par tout le monde de manière pareille, par une personne à un moment donné en fonction de l'environnement. Quelqu'un qui fume va avoir des modifications de l'épigénétique. C'est-à-dire qu'on a beau avoir ce capital, il varie. C'est comme à la bourse, hein, vous avez un capital et puis des jours il monte, des fois il descend. Et donc, ce qu'on est capable aujourd'hui, c'est de vérifier, de quantifier un petit peu son âge biologique avec son âge chronologique, celui qu'on a sur sa carte d'identité. Et là, vous voyez ici, c'est l'âge chronologique, hein, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et vous avez ici l'âge biologique que l'on calcule par l'épigénétique. Et donc, vous voyez ici en vert, en fait, ces personnes-là, ils ont leur âge. C'est-à-dire qu'ils ont un âge chronologique qui correspond à peu près à un âge biologique. Ceux qui sont ici, ils ont un jeune épigénome. C'est-à-dire que ce sujet-là, vous voyez, il a 70 ans, mais en âge biologique, l'éthique n'a pas permis de mettre de gris ici, hein, de se dire à quoi ça correspond. Mais vous voyez que cette personne-là a un âge chronologique sur sa carte d'identité à 70 ans, alors que biologiquement, il serait plutôt vers les 25 ans. Il est plus jeune que son âge. En revanche, à l'inverse, vous avez ici complètement l'opposé. Vous avez un monsieur ou une dame qui a, on va monter, je ne vois pas très bien ici, on est à 70 ans, et vous voyez que son âge biologique, il est à 90 ans. Donc dans quelques années, il va être possible, est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut le savoir, mais c'est déjà possible d'ailleurs dans certains pays, c'est-à-dire que vous pouvez aller faire une prise de sang pour savoir quel est votre âge biologique. Est-ce que vous êtes en avance sur votre âge ou est-ce que vous êtes en retard sur votre âge? Je ne sais pas ce que ça fait quand on a une réponse dans un sens et une réponse dans l'autre, mais j'imagine qu'il y en a une qui doit faire plus plaisir que l'autre. Mais après, tout ça, il faut bien faire attention qu'en France, on a la chance d'être contrôlé par une éthique qui est optimale là-dessus. Après, il faudra du temps et des débats et des manifestations, mais en tout cas, c'est possible aujourd'hui et ça va l'être dans quelques temps de manière beaucoup plus précise. L'intérêt aussi, c'est qu'en termes de prévention, si on est plus vieux biologiquement de son âge, c'est peut-être un moment de se dire, si je perds 10 kilos, si je mange mieux, si j'arrête de fumer, si je fais de l'activité physique, si je mets un masque quand c'est pollué, est-ce que je vais pouvoir rattraper ce décalage et normaliser mon âge biologique à mon âge chronologique, civil? Ça, on ne le sait pas encore, mais c'est quelque chose sur lequel on espère pouvoir jouer un jour. Et puis après, c'est ici, est-ce qu'on vieillit avant de naître? Je vous ai dit oui pour les petites filles avec les ovocytes, mais on sait très bien aujourd'hui que les spermatozoïdes et les ovules transmettent des facteurs et des marqueurs de vieillissement. C'est-à-dire que si on expose 3 générations de souris à des facteurs qui vont limiter la longévité, qu'on continue de les multiplier sur la 4e génération qui, elle, n'est plus exposée, et cette 4e génération, elle ne va pas être normale, c'est-à-dire qu'elle va garder la mémoire de l'exposition des 3 générations au-dessus. Donc avant même d'être fécondé, d'être un œuf, avant même, on a déjà des marqueurs de vieillissement qui peuvent être transmis. Alors le grand vieillissement, j'ai mis du bon vin là, vous voyez, il est bon. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre, et ça c'est pas facile, c'est les maladies dont la fréquence augmente avec l'âge, où l'âge n'est pas le seul facteur de risque. C'est-à-dire qu'on va faire plus de cancers avec l'âge, on va faire plus d'accidents vasculaires cérébraux, on va faire plus d'infarctus du myocarde, mais ce ne sont pas forcément des maladies directement liées à l'âge. L'âge n'est pas le facteur de risque unique, n'est pas le facteur de risque principal. Aujourd'hui, on a par contre des maladies qu'on appelle les maladies directement liées au vieillissement. C'est parce qu'on a l'âge comme principal, voire seul facteur de risque. La dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors on a notion de quelques petits facteurs de risque qui commencent à apparaître au fur et à mesure des années. La maladie d'Alzheimer, on sait que maintenant l'hypertension pourrait être un facteur de risque, ou le diabète. Mais c'est encore des choses qui ne sont pas totalement prouvées à 100%, mais en tout cas,
l'âge reste le facteur de risque principal. Et donc ces maladies, aujourd'hui, on a un champ de recherche qui est énorme. Vous savez que la maladie d'Alzheimer, on n'a toujours pas trouvé là où les causes, à part pour l'instant l'âge, mais ça, on peut pas y faire grand-chose. Alors, je vous parlais en introduction de notre particulière pyramide des âges. À l'école, on a appris ici la pyramide des âges de 1945 avec le trou de la Première Guerre mondiale. Et puis, on a eu la Deuxième Guerre mondiale avec ce qu'on a appelé le baby boom. On a eu le papy boom, on est en plein dedans. Papy boom, ça démarre à 44-45 jusqu'à la première crise pétrolière. Et là, il va falloir qu'on se prépare. Vous voyez ici, c'est la pyramide des âges en France en 2007. Et vous voyez ce qu'elle sera en 2060. Donc tout ça, ça ne change quasiment pas, ou peu. Et vous voyez qu'ici, il y a un gap. Et c'est moi ce que j'appelle le gériatric boom. C'est le grand vieillissement. Et les personnes, les premiers baby-boomers, vont avoir 75 ans dans 2-3 ans à peu près. Et donc, on va rentrer dans cette ère du gériatric boom. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les hôpitaux ne sont pas préparés. Nous, on a 2 services de 28 lits de médecine aiguë gériatrique. On a, alors le mot n'est pas très joli, ce qu'on appelle un taux de remplissage des lits, vous voyez ce que ça veut dire, de 99,9%. C'est-à-dire qu'on a un patient qui sort, tout de suite on en reprend un autre. C'est-à-dire qu'on est en permanence plein dans nos services et on pourrait ouvrir 4 services aujourd'hui, ils seraient pleins avant la fin de la semaine. Donc il va falloir qu'on change les habitudes de prendre en soin les personnes âgées, 1, avec la prévention, 2, en essayant de maintenir à domicile le maximum possible les personnes âgées. Donc ce qui a changé dans l'abord du grand vieillissement, c'est que l'âge, on s'en moque un petit peu. C'est-à-dire que chez nous, en gériatrie, ils sont tous forcément âgés. Et on va bien plus s'intéresser à un âge dit physiologique qu'à un âge civil sur la carte d'identité. Et pour ça, ce qu'on va quantifier, c'est le nombre de problèmes que présentent les patients. Problèmes par organe, mais vous verrez également les problèmes liés au vieillissement. Et c'est ça qu'il faut aller dans le « j'ai décidé de bien vieillir ». C'est-à-dire que l'organe, c'est bien, la prévention des maladies d'organes, on commence à bien tous les connaître. Par contre, la prévention des symptômes, des syndromes du grand vieillissement, ils sont totalement inconnus et ils sont surtout banalisés. Et c'est ça sur lequel il faut travailler. Attention aux médicaments, nous on ne fait que arrêter des médicaments en gériatrie. Vous avez eu des médicaments toute votre vie, je vous montrerai une diapositive, et puis à un moment, vous allez, pour une raison ou pour une autre, changer votre physiologie, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir besoin autant de médicaments pour la tension, mais vous allez garder la même dose, ce qui fait que vous allez faire de l'hypotension et vous allez faire des malaises. Pareil pour le diabète, en vieillissant, on sait qu'on mange un peu moins, qu'on va un peu maigrir, et si on vous met les mêmes doses d'antidiabétiques ou d'insuline, vous allez avoir trop de traitements et vous allez faire des hypoglycémies et tomber, et vous casser le col du fémur. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut commencer à anticiper, à savoir repérer, et en termes de population générale, c'est notre rôle en prévention d'informer un maximum de patients ou de sujets qui ne sont pas encore dans la polypathologie. La prise en charge, je vous l'ai dit, c'est global. Les syndromes du grand vieillissement, la fragilité et la dépendance. Notre fameuse évaluation gériatrique standardisée. Si je vous demande aujourd'hui, allez faire un scanner pour savoir comment vous êtes âgé, le radiologue, il va dire « ça va Paul, qu'est-ce qui lui arrive ?» Ou faire une prise de sang. Je vous demande d'aller faire une prise de sang pour savoir comment vous êtes âgé. Je vous ai montré ce qu'on pouvait faire, mais aujourd'hui, en routine, ça n'existe pas. Donc nous, on utilise toute une série d'échelles qui sont centrées sur ce qu'on appelle les syndromes gériatriques, et c'est en cela qu'il faut faire de la prévention. Il faut être prévenu de ce qui peut arriver quand on est dans le grand vieillissement, en dehors des maladies d'organes. Alors ça, souvent, c'est ce que je dis à nos étudiants, c'est comment vous abordez une personne âgée quand vous êtes en charge. Donc c'est des choses très simples, c'est pourquoi vous avez été hospitalisé, conciliation médicamenteuse, c'est être certain de ce que prenait le patient comme médicament avant d'arriver à l'hôpital, parce que souvent il y a eu une ordonnance du cardiologue, une ordonnance du diabétologue, une ordonnance du généraliste. Le généraliste a dit « oh là là, c'est nul, mais j'ose pas l'arrêter », puis le diabétologue a rajouté sa couche, et ainsi de suite. Donc l'important, c'est nos externes en pharmacie qui doivent mener une enquête policière
pour être certain de savoir ce que prenait le patient. Et puis il y a les conditions de vie, savoir si le patient était autonome, est-ce qu'il a des aides à la maison, et ainsi de suite. Donc tout ce qui est en bleu, c'est du classique, et tout ce qui est en vert, c'est vraiment ce que l'on fait en gériatrie. Vérifier l'authenticité, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont des troubles de la mémoire et qui ne vont pas vous dire la vérité, et puis il y en a d'autres qui ne vont pas vouloir consciemment ou sciemment dire la vérité. Parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer à la maison, ils n'ont rien demandé à personne, ils ne voulaient pas se retrouver à l'hôpital. Et puis, on fait un examen clinique appareil par appareil. Ça, c'est du grand classique. Mais quand on regarde les appareils, en gériatrie, on ne les regarde pas comme dans les autres disciplines. C'est-à-dire qu'ici, c'est ce qu'on appelle le modèle 1 plus 2 plus 3 de Bouchon. C'est un modèle qui est assez simple. Et vous avez ici la fonction d'un organe. Si vous prenez votre cœur, par exemple, et ben, à 20 ans, vous avez un cœur qui marche très bien. Et puis, ici, en 1, vous avez ce qu'on appelle le vieillissement physiologique, c'est-à-dire que vous allez jusqu'où vous pouvez aller avec un cœur qui a vieilli, mais qui pour en finir n'est pas malade. Et puis vous avez ici une maladie chronique qui va vous amener en dessous du seuil d'insuffisance de l'organe, c'est-à-dire que là, vous avez une insuffisance cardiaque chronique. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle une décompensation aiguë. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un œdème du poumon. Ben, c'est ça qu'on voit ici. On peut l'adapter à plein d'organes. Par exemple, on va l'adapter au cerveau. Je vieillis ici avec un cerveau qui va très bien jusqu'à 100 ans. Ici, je commence à avoir des petits troubles de la mémoire. Et puis là, j'ai une démence d'Alzheimer. Je suis en dessous du seuil. Là, c'est ce qu'on appelle les déficits cognitifs légers. Là, je suis malade, je suis diagnostiqué maladie d'Alzheimer. Et puis ici, je fais une décompensation aiguë. C'est quoi une décompensation aiguë ? Je suis opéré parce que je fais ma prothèse de hanche, et puis au réveil, je suis un peu perdu. À qui c'est déjà arrivé autour de vous ? Levez la main. Qui est-ce qui a déjà vu des gens perdus après une intervention ? C'est tout ? Oh, c'est bien. Autre chose, vous avez l'os. Vous vivez, et puis vous avez votre os qui est un petit peu vieilli. Là, vous faites une ostéoporose ici, et vous tombez, vous vous cassez votre os. Donc c'est comme ça maintenant qu'on regarde l'abord de la personne âgée vue en gériatrie. Alors, je reviens ici sur le 3. Je suis sûr qu'il y a plus de gens qui n'ont pas osé, des gens qui n'ont pas osé lever la main. Vous avez tous vu des gens dire « il a perdu la tête » alors qu'il a été hospitalisé, soit en gériatrie, soit en chirurgie, vous avez tous vu. Parmi ces patients, ils ont peut-être eu la chance de faire un +3. C'est-à-dire que toutes les personnes qui autour de vous, vous les avez vues à un moment confuses parce qu'il arrivait un événement, un nouveau médicament, une hospitalisation, un deuil, une chirurgie, toutes ces personnes qui ont eu à un moment ce qu'on appelle un syndrome confusionnel, elles ont peut-être eu, entre guillemets, la chance de faire un +3 sur un +2 pas connu. Ça veut dire qu'elles ont fait un syndrome confusionnel, elles ont été perdues pendant 24-48 heures, mais est-ce que ces personnes ont eu un bilan de la mémoire ? Est-ce que pour en finir, ce n'était pas une chance d'avoir fait ce syndrome confusionnel et que ce syndrome confusionnel a voulu dire à tout le monde « mais attendez, là, j'ai peut-être une maladie de la mémoire, je vous le montre, s'il vous plaît, faites-moi un bilan de la mémoire ». Un autre exemple, si on prend l'infarctus du myocarde, quelqu'un qui va faire une douleur à l'effort, il va aller voir le cardiologue. Parce qu'il va dire, oh là là, ça sent l'infarctus. Mais quelqu'un qui fait une confusion, alors qu'il n'est pas connu comme ayant des troubles de la mémoire, il doit aller voir un neurologue ou un gériatre pour faire un bilan mémoire. Moi, j'appelle ça l'angine de cerveau. Comme on dit l'angine de poitrine, on va voir le cardiologue. L'angine de cerveau, c'est la confusion. Ça veut dire que c'est de la prévention peut-être secondaire, mais en tout cas, le patient, il a dit à tout le monde que ça n'allait pas dans son cerveau et qu'au moindre événement, au moindre petit changement, il passe à l'ouest, c'est-à-dire qu'il est complètement perdu et confus. Et ça, c'est très très important, et c'est en cela qu'il faut, comme je vous disais, que les gens apprennent à voir la médecine différemment. C'est-à-dire que quelqu'un qui est perdu, soit il est connu pour avoir une maladie de la mémoire, maladie d'Alzheimer, c'est bien, soit il n'est pas connu, il va voir le spécialiste de la mémoire. Et donc une fois qu'on a fait ça appareil par appareil, le patient, il faut le regarder maintenant dans sa globalité. Et on a regardé les appareils, est-ce que le cœur est en vieillissement 1, en vieillissement 2 ou en vieillissement 3 aigu.
une fois qu'on a fait tous les appareils, on a fait la moitié de son travail. On n'a pas fait de la prise en charge du vieillissement, on n'a pas fait un abord gériatrique, c'est-à-dire qu'on a fait une médecine polyvalente. Une fois qu'on a fait tout ça, donc l'étudiant en général il est content, il dit j'ai fini, tu dis t'es pas en médecine polyvalente, t'es en gériatrie, maintenant tu vas reprendre 1 heure ou 2 et tu vas aller rechercher cela, parce que c'est en cela que tu vas savoir prendre en charge la personne gériatrique ou la personne en grand vieillissement. Et alors, c'est quoi un syndrome gériatrique, hein? Syndrome gériatrique, c'est quelque chose qui augmente avec l'âge. C'est quelque chose qui n'a jamais une seule cause. Il y a toujours plusieurs causes préétablies et des causes qui vont précipiter. D'accord ? Et puis surtout, quand il y a un syndrome gériatrique, le risque, c'est de perdre en autonomie. C'est-à-dire que avant le syndrome gériatrique, le patient il savait encore se laver les pieds. Il fait un syndrome confusionnel parce qu'il se fait opérer de la cataracte. Il sort de l'hôpital, il est content, il s'est fait opérer de la cataracte, mais il ne sait plus se laver les pieds. D'accord ? Et s'il ne sait plus se laver les pieds, il n'est pas content. Et il faut faire passer une infirmière, et ça coûte cher. Et le patient il est dépendant du passage de l'infirmière, et ainsi de suite. D'accord ? Et la prise en charge, comme c'est toujours multifactoriel, ce n'est pas un problème qu'il faut prendre en charge, c'est des problèmes. D'accord ? Voilà la liste des syndromes gériatriques que l'on a définis à Lille. Il n'y a aucune conférence de consensus, ni en France, ni en Europe, ni à l'international. À Lille, à un moment, il y a 3 ans, j'ai dit, j'en ai marre, on établit une liste, on la fait tourner entre nous. Et donc maintenant, tous les jeunes qui sortent de la faculté de médecine depuis 3-4 ans savent que pour prendre en charge la personne âgée et faire donc de la prévention secondaire, si les patients ont déjà eu une maladie, voire tertiaire, ils iront rechercher tous ces syndromes gériatriques les uns après les autres. La polypathologie, c'est avoir plusieurs insuffisances ou problèmes d'organes. La dépendance, vous savez ce que c'est. La iatrogénie, c'est les effets secondaires des médicaments, hein, principalement les antihypertenseurs qui font tomber, parce qu'à un moment, on n'a pas adapté. On a inventé les concepts de nettoyage de l'ordonnance, on a inventé les concepts de révision de l'ordonnance, les médicaments trop utilisés, sous-utilisés. Donc on a toute une liste comme ça qui nous permet de savoir si le patient n'est pas surmédicalisé, mais en général c'est bien de la surmédicalisation. Je suis sûr que si on faisait le tour ici du nombre de médicaments que vous prenez, je suis sûr qu'il y a au moins un nettoyage de 50% de vos médicaments qu'on pourrait faire. Hein, si on allait aux urgences maintenant, au-dessus de 80 ans, c'est 20% des hospitalisations qui sont dues à des effets secondaires des médicaments et des effets secondaires évitables. Donc c'est vraiment dommage de donner des médicaments pour traiter alors que pour en finir, on envoie les patients à l'hôpital. Dépression, trouble du comportement, ça c'est pareil, hein, la dépression de la personne âgée est très fréquente, elle est banalisée. C'est quasiment normal d'être déprimé quand on est âgé, mais non, pas du tout. Il faut savoir le repérer. La confusion, je vous en ai parlé, ça peut être une chance de faire une confusion si le patient ne sait pas qu'il a des troubles de la mémoire. Les troubles cognitifs chroniques et les maladies de la mémoire comme les démences Alzheimer. Troubles de l'équilibre et de la marche, ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement banalisé. Qui, dans la salle, a déjà eu quelqu'un dans son entourage qui est tombé ? Qui est tombé. Allez-y, allez-y, allez-y. Qui a eu un bilan spécialisé en consultation de la chute. Voilà. Si je vous pose la question, qui a dans son entourage quelqu'un qui a eu un AVC ? Ça va être ça. Qui a eu un bilan de l'AVC ? Ça va être ça. D'accord ? Donc la chute est quelque chose d'extrêmement banalisé, mais la chute est le plus beau quasiment des syndromes gériatriques, c'est-à-dire que la fréquence augmente avec l'âge. C'est jamais dû à une seule chose. Souvent, c'est dénutrition, c'est médicaments, c'est troubles de la mémoire, c'est dépression, d'accord ? Quand un patient chute, souvent, malheureusement, il se casse quelque chose, donc il est hospitalisé. Quand il va sortir, il va avoir perdu en autonomie. Et puis la prise en charge, elle sera multidisciplinaire, parce que le patient, il faudra faire attention à ses médicaments, il faudra faire attention à sa vue, il faudra faire attention à sa nutrition, et ainsi de suite. D'accord ? Donc voilà, tous les syndromes gériatriques qui sont aujourd'hui décrits, je ne vais pas dire que c'est une spécialité lilloise, hein, loin de là, mais en tout cas, nous, on les a définis et on harcèle les étudiants sur ça. Vous voyez, vue et audition, douleur et soins palliatifs. Vue et audition, c'est pareil. Régulièrement en consultation, j'ai des patients qui me disent « Oh, mais docteur, la cataracte, c'est bon, de toute façon, pour ce que je fais. » D'accord ? Mais si vous avez la cataracte, pour ce que vous faites, si vous avez la cataracte, vous n'osez plus marcher. Vous avez peur de tomber. Si vous ne marchez plus, vous êtes constipé. Si vous êtes constipé, vous avez moins faim. Si vous êtes constipé assis, vous avez moins faim, vous êtes déprimé. Si vous êtes déprimé, vous mangez moins.
D'accord? Voilà. Et donc, simplement, des fois, dire, si vous regardez plus la télé, vous n'avez moins d'interaction sociale avec vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-enfants, vos parents, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est plein de petites choses qui font que l'abord de la personne âgée doit être complètement différente et on doit aller sur la prévention. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit se faire opérer de la cataracte, certes, il a une maladie. On peut peut-être dire aux plus jeunes de mettre des lunettes de soleil quand ils vont au soleil pour avoir moins de cataracte. Mais en tout cas, c'est très très important de repérer une cataracte au départ et dire au patient, mais faites-vous donc opérer le plus vite possible parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et toutes les heures ou jours que vous allez passer avec votre cataracte qui s'aggrave, vous allez avoir peur de marcher, peur de tomber, vous allez moins lire, vous allez moins interagir et puis vous allez accélérer votre vieillissement. Alors voilà, ça c'est aussi ce qui se passe, ça c'est pour les urgences. Hein. Aux urgences, les personnes âgées sont vraiment souvent mal loties. Hein. C'est-à-dire que c'est 4 heures sur un brancard et puis c'est tu veux me le prendre, non, il n'y a plus de place en gériatrie, non, il y a quoi, il a peut-être eu mal au cœur, le cardio, il a la place en cardio. Enfin voilà, c'est vraiment, ça change même assez vite. Mais en tout cas, les personnes qui rentrent à l'hôpital, on voit, pour les personnes âgées, souvent c'est chute et confusion. C'est les deux motifs principaux de l'entrée à l'hôpital. Et qu'est-ce qui se passe? Le patient, il est tombé, il arrive à l'hôpital, l'externe dit « Oh, il n'y a pas de fracture », il retourne à sa maison. L'externe, il n'a pas, ou l'interne, hein, ou le médecin senior, il n'a pas vu tout ça, il n'est pas allé le chercher. C'est-à-dire qu'il a vu, chute, patient, il ne s'est rien cassé, dehors. Et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va rechuter. Ou il va refaire une confusion, ou il va faire un autre syndrome gériatrique. Et donc tout ça, il faut aller le chercher, parce que quand on a un problème, la personne âgée, elle a tous ces syndromes qui sont potentiellement là ou pas. Hein, parce que quand c'est pas là, c'est ce qu'on appelle le vieillissement réussi, et je vais vous donner des notes de vieillissement réussi tout à l'heure. Mais en tout cas, vous voyez qu'on n'est pas sur des problèmes d'organes. Le cardiologue, il ne sait pas gérer. Le pneumologue, il ne sait pas gérer. Le diabétologue, il ne sait pas gérer. D'accord ? Les médecins généralistes commencent à savoir le gérer. Mais souvent, le cardiologue, il va regarder le problème du cœur et il va mettre un médicament. Et le médicament, si c'est un médicament qui est pour la tension ou contre la tension, il risque d'y avoir iatrogénie, c'est-à-dire que le médicament, c'est le médicament de trop qu'il ne fallait pas mettre. Et puis le patient, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chuter. D'accord ? Il va chuter, c'est là. Et puis s'il chute et que peut-être il a une démence qu'on ne l'a pas diagnostiquée, il va faire une confusion. Et puis comme ça, il va faire des syndromes gériatriques les uns après les autres. C'est ce que nous, on appelle la cascade gériatrique. Vous voyez que l'abord est complètement différent. Et qu'il faut savoir tout ça. Parce que c'est ça, en plus des maladies d'organes, on a les spécialistes d'organes. Mais aujourd'hui, le bien vieillir, c'est prévenir tout ça. C'est vous qui devez aller voir votre médecin en disant « Écoutez, moi, ma tension, elle est à 13, 14, ça me va bien. Je ne veux pas être à 10. Parce qu'à 10, si je me lève une nuit pour aller aux toilettes, je vais descendre à 8 et je vais me casser le col du fémur. » D'accord ? Mon diabète, c'est pas la peine qu'il soit à 1. Parce que s'il est à 1, mon diabète, le risque, c'est qu'un jour, il passe à 0,6 ou 0,7 et là, je vais tomber. Et moi, je veux être entre 1,2 et 1,6. Toutes ces notions sont en train de changer petit à petit. C'est-à-dire que la tension artérielle, chez un sujet qui a 20 ans et qui a un diabète de type 1, il faut que sa tension artérielle soit à 12, 7,5. Une personne âgée polypathologique, on laisse monter. On préfère avoir une personne âgée à 14,8 de tension qu'à 12,7. Parce que 14,8, ça permet d'avoir de la marge avant de faire une hypotension et de tomber. Pareil pour le diabète. Et on n'est plus sur de la prévention. Quelqu'un qui a 90 ans qui vient nous voir avec plein de traitements, on n'est pas sur de la prévention pour les 20, 30 ou 40 années à venir. Le patient, il a déjà quasiment dépassé son espérance de vie. Donc il faut s'adapter à la personne, à son état, à ses médicaments et surtout à la qualité de vie. La première chose que l'on cible actuellement, c'est la qualité de vie. C'est-à-dire que le patient doit être bien, doit être heureux. On verra tout à l'heure la différence entre bien vieillir et vieillir bien. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a des syndromes gériatriques, vous avez compris, dénutrition, ça fait chuter, la chute, ça donne une dénutrition parce qu'on déprime et ainsi de suite. Donc tout ça est lié et c'est cette cascade qu'il ne faut surtout pas avoir et qu'il faut la prévenir et se faire un peu violence. Quand il y a un escalier, on le monte à pied. Quand on doit aller se faire opérer de la cataracte, on va se faire opérer de la cataracte. Quand on a une bonne assiette devant soi et qu'on est plutôt en train de perdre du poids, on la mange. Quand on n'a pas envie d'aller voir son voisin et ses petits-enfants, on y va quand même pour se sociabiliser. C'est quelque chose qui est très très important pour rester dans le move, comme on dit. Il faut rester avec une activité, des activités normales, le social,
le cérébral, le physique, tout ça c'est quelque chose de très important qu'il faut entretenir. Il faut être volontaire et c'est là qu'on décide de bien vieillir. Bon, ça, je vais vous le passer très vite. C'est toutes les grilles qu'on a, parce que comme je vous disais, on n'a pas de scanner pour dire comment on est vieux, comment on est gériatrique. On n'a pas de biologie, c'est pareil. Donc on a plein de grilles, c'est un peu rébarbatif, mais aujourd'hui, on n'a que ça. Donc il y a un champ de recherche qui s'ouvre devant nous qui est énorme. Peut-être qu'un jour, on enverra les patients au scanner, à l'IRM ou à je ne sais quoi, pour aller faire un bilan de son vieillissement, un bilan exhaustif. Donc ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure des médicaments. Alors c'est des noms barbares, Vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous prenez du poids, un petit peu de brioche et ainsi de suite. Et puis un jour, vous êtes diabétique, hypertendu. Et puis voilà, vous êtes diabétique, on vous donne de l'insuline. Et puis des antidiabétiques oraux, c'est des médicaments qu'on prend contre le diabète. Et puis en plus, un jour, vous faites de l'hypertension artérielle. On vous met ce qu'on appelle un inhibiteur calcique. Et puis un jour, vous faites un infarctus du myocarde de votre diabète. On va vous mettre des médicaments qu'on appelle les bêta- ou bêta-bloquants. Et puis des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, tous ces noms barbares. Et puis un jour, vous allez faire un AVC, on va vous rajouter un thiazidique. C'est un autre médicament contre la tension. D'accord ? Ça, c'est notre pain quotidien. C'est plus de 50% de nos patients qui ont cette histoire-là, alors qui a commencé à 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, peu importe, mais c'est l'histoire classique de nos patients. Et puis un jour, ils basculent dans le grand vieillissement, et là, ils n'ont pas fait attention, tiens, j'ai perdu du poids, et puis ils ne sont pas fait opérer de la cataracte, donc ils dépriment, et puis comme ils dépriment, on leur donne des médicaments, et ainsi de suite. Et puis un jour, on leur donne des psychotropes, et puis qu'est-ce qui se passe ? Chute et confusion. D'accord ? Et en fait, ce n'est pas que le traitement n'était pas adapté, c'est qu'on a accumulé un nombre de médicaments chez une personne pour laquelle on n'a pas fait attention qu'elle vieillissait. Et à un moment, les courbes de poids, vous savez, on a des courbes chez les enfants, les bleus et les roses, là, pour voir si les enfants sont dans les bonnes courbes de croissance. Après, on grossit beaucoup moins vite. Et avec l'âge, il arrive un moment, c'est 60, c'est 70 ans, c'est 80 ans, c'est 90 ans. On ne sait pas pour qui ni comment ça va se passer aujourd'hui. Mais à un moment, le poids baisse. Et tous ces médicaments qu'on a mis au cours du temps ne sont plus adaptés et c'est un surdosage. Mais ce n'est pas un surdosage par prescription, la plupart du temps, c'est un surdosage parce qu'on n'a pas adapté le médicament. Alors la fragilité, la première fois que ça a été décrit, c'est en 2001, c'est Madame Fried, donc vous avez qu'on est en 2017, donc ça fait 16 ans qu'on se bat sur le mot fragilité et sur définir la fragilité. C'est aujourd'hui un concept, et je crois que ça le restera encore un bout de temps, parce que si on prend 50 médecins et 300 patients autour de la fragilité, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, les médecins ne diront pas tous celui-là il est fragile, celui-là il ne l'est pas. Il y aura une marge d'erreur énorme, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une prise de sang avec un chiffre qui nous met au-dessus ou en dessous de la barre, ce n'est pas un scanner qui nous dit fragile, pas fragile. Et donc, c'est très très difficile, mais... C'est quand même pas mal d'avoir cette notion parce que ça veut dire que le patient il est dans une situation qui est entre deux, mais surtout cette situation elle est réversible. Et c'est encore une fois là le « j'ai décidé de bien vieillir ». Donc vous avez ici deux types de patients. Un patient A, vous avez, c'est une femme de 70 ans qui a une hypertension artérielle traitée, qui est autonome à la maison, elle a aucune aide. Et vous voyez qu'elle fait une infection pulmonaire et puis elle récupère bien, elle rentre à son domicile. Et vous avez un patient B qui est une femme de même âge, qui a une hypertension artérielle traitée, qui est autonome à domicile et qui fait une pneumopathie. Et en fait, quand on est en hospitalisation, vous voyez tout ce qu'elle nous fait. Elle nous fait des syndromes gériatriques, c'est-à-dire qu'elle est perdue, elle chute dans le service, elle se casse le col du fémur ou une vertèbre, et puis elle doit aller en maison de convalescence, et puis elle rentre chez elle, mais avec une aide ménagère. Et là, vous voyez que cette patiente, en fait, sans le savoir, avant de faire son problème, était fragile. Et en fait, on ne savait pas qu'elle était fragile, mais au cours d'un stress aigu, patatam, elle fait des complications. Et donc l'enjeu aujourd'hui, pour décider de bien vieillir, c'est de savoir se repérer comme fragile, ou au médecin de repérer un patient fragile. Alors ici, vous voyez tout à l'heure on parlait de organe par organe, comment on pouvait vieillir au niveau de l'organe. Et là c'est sur la totalité du patient, c'est des paramètres physiologiques. Et vous voyez que là on a 20 ans, tout va bien. Et puis petit à petit on va diminuer. Là on va être dans le seuil de la maladie, de la pathologie. Et cette fragilité, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas bien.
Et donc ça, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va décider de bien vieillir, c'est-à-dire de savoir se repérer, de repérer ses parents, ses grands-parents, ses voisins, ses frères, ses sœurs, ses enfants, de se dire attention, il y a un truc qui ne va pas. Et il n'y a pas d'âge pour être fragile. Hein. C'est ça qu'il faut voir, il y a des maladies qui arrivent tôt dans la vie qui peuvent vous rendre fragile. Et donc pourquoi c'est important de repérer les fragiles? Ici, vous avez un exemple qui est très, très, très imagé. On va dire qu'on est en plein hiver et c'est la grippe. Et vous avez 3 types de patients âgés. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut commencer à bien comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est tous à mettre dans le même sac. C'est un peu comme les mineurs, ceux qui ont moins de 18 ans. Vous avez les nouveau-nés, c'est 1 an. Vous avez la petite enfance, l'enfance, l'adolescence et ainsi de suite. Les personnes âgées, on les sépare principalement pas du tout en fonction de l'âge. Alors après, il y a les centenaires et les super centenaires, ceux qui ont plus de 110 ans. Mais on les sépare principalement en vigoureux, fragiles et dépendants. Les vigoureux, peu importe leur âge, ils sont comme vous et moi. Ils vont à des conférences le mardi soir. Ils arrivent à tenir plus d'1 heure. Et ils ont ici un problème de santé. Ils font une grippe. Vous voyez? Et là, c'est leur fonctionnalité. Ils font une grippe. Et bien pendant 2-3 jours, à peine, ils se lavent un peu moins, ils mangent un peu moins, c'est pas grave. Il faut qu'ils se vaccinent à Pasteur. Donc là, ils font un petit problème, ils font une grippe, ils perdent en fonctionnalité. Hein, je vous dis, ils se lavent un peu moins, ils mangent un peu moins, ils traînent au lit. Ça dure pas très longtemps et ils reviennent à l'état antérieur. C'est-à-dire que tout va bien, c'est reparti. Un fragile, vous avez vu avec le modèle A et le modèle B, qu'est-ce qui se passe? Le patient, d'un seul coup, c'est la dégringolade en fonctionnalité, c'est je ne mange plus, je ne me lave plus, je ne sors plus de mon lit, je fais des escarres si le matelas n'est pas bon, et ainsi de suite. Et surtout, je vais prendre beaucoup de temps pour remonter la pente, et je ne vais pas revenir à l'état antérieur. C'est-à-dire qu'après ma grippe, et ça je pense que vous en avez tous autour de vous, des patients qui après un événement de santé ont perdu en autonomie, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus faire leurs courses, ils ne savent plus faire leurs impôts, ils ne savent plus se laver ou ainsi de suite. Les dépendants, j'en parle pas parce que quand il y a un problème de santé, les conséquences sont parfois gravissimes. Donc, mais de qui parle-t-on quand on parle de la personne âgée? Et ça revient sur le même concept de ce que je vous disais tout à l'heure. On les sépare en 3 catégories. Alors, il y a les pré-fragiles maintenant, mais retenez pas. Vous avez ici les dépendants, d'accord, ceux qui sont à l'hôpital. Vous avez ici les vigoureux. Hein, c'est le vieillissement réussi, c'est-à-dire que c'est une personne âgée. Ici, vous avez Ed Thompson, 92 ans, qui faisait le semi-marathon de Chiandego il y a encore 2 ans. Et puis, vous avez cette catégorie qui est extrêmement difficile à bien cerner. Mais cette catégorie, l'important aujourd'hui, c'est je décide de bien vieillir. C'est-à-dire que je vais vous montrer les critères de la fragilité aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je suis là, si je me prends en main, je peux remonter. Enfin, je dois tout faire pour remonter. Je ne vais pas dire que je peux y arriver, mais on doit, le patient, son entourage, sa famille, les médecins qui sont à prendre soin du patient doivent tout faire pour remonter les fragiles sur les vigoureux. Bon, ça c'est des chiffres, je vais les passer. Donc voilà la définition de Madame Fried de 2001. Donc vous voyez ô combien c'est facile déjà de repérer un fragile. Donc vous avez les notions simplement, c'est perte de poids involontaire, diminution de la vitesse de la marche. Alors une perte de poids involontaire, ça dépend de combien on part. C'est quoi involontaire? Il y a des personnes âgées qui veulent faire des régimes, ce qui est complètement pas recommandé. Diminution de la vitesse de la marche, ça c'est un bon signe. Hein. Faiblesse musculaire, fatigue et diminution de l'activité physique. Je pense que ce qu'il faut surtout voir, c'est si vous avez dans votre entourage ou vous-même, il n'y a pas d'âge pour être fragile, si vous avez l'impression que quelqu'un a moins d'activité physique, mais plus de temps à se lever d'une chaise, a tendance à maigrir ou à moins manger, c'est warning. D'accord ? C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, je vous disais, les critères sont très très flous. Alors, il y a une nouvelle définition qui sort quasiment tous les mois. Il y a plein de grilles parce que tous les gériatres et les spécialistes du vieillissement du monde entier veulent trouver la meilleure grille pour évaluer facilement la fragilité. Aujourd'hui, ça reste quelque chose qui est extrêmement difficile. Mais vous voyez que cette notion, on en a tous autour de nous des patients qui d'un seul coup marchent un peu moins vite ou mettent du temps à se lever d'une chaise ou ont une perte de l'élan vital. Tout ça,
c'est-à-dire que ça frémit les syndromes gériatriques. Et ça veut dire que, attention, on peut remonter. Et on va vous montrer comment on peut remonter. Donc pour être fragile, il faut 3 ou plus de ces critères. S'il y en a 1 ou 2, on parle de préfragile, et s'il n'y en a pas, on est non fragile. Donc vous voyez la simplicité de cette histoire. Donc ça aussi, c'est vachement facile quand vous êtes en consultation. Si vous voulez savoir si votre patient est fragile, vous n'allez pas commencer à repérer tout ça. Bon, c'est en anglais, hein, mais c'est plein de maladies et de symptômes dont on ne se sert absolument pas. Alors, je vous dis, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'il y a des conférences partout dans le monde sur la fragilité, des séminaires, des formations, des diplômes et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on n'y arrive pas. On va y arriver, hein, je pense qu'on va y arriver, sur les critères de fragilité. Quels critères pour reconnaître la fragilité? L'âge, je pense que l'âge, on ne va pas le retenir. Combien de maladies a le patient? Comment va sa fonction cérébrale, son moral, son niveau social et ainsi de suite? Combien de capacité il a? Tout ça, c'est en train d'être croisé par ce qu'on appelle le big data. Vous savez, on prend des données de milliers ou de millions de patients et on regarde comment ils évoluent. Et puis après, on se dit, ben voilà, quand il y avait toutes ces données, en fait, ceux-là, on le sait a posteriori, étaient fragiles. Donc ça, c'est quand on est fragile, c'est le risque qu'on a, vous voyez ici, d'avoir une ostéoporose, de faire une chute et une fracture. Donc normalement, quand c'est à 1, ça veut dire que si on est fragile et qu'on n'a pas de risque de chute, on doit être à 1. Ici, vous voyez que si vous êtes fragile, il y a une augmentation du risque de chute par 1,4. C'est-à-dire être fragile vous rend chuteur. Être fragile vous rend à risque de fracture de hanche, vous rend à risque de fracture non vertébrale et multiplie vos malchances de décès à 1,82. D'accord ? Si vous prenez toute une série de patients à un statut donné versus un statut de fragile, ben vous voyez que le fragile a plus malheureusement de risque de décès. Ici, c'est pareil, c'est sur la chute. Hein, vous voyez ici, c'est la mortalité en France par accident de la vie courante en fonction de l'âge. Donc là, c'est toutes causes confondues. Et là, c'est une catastrophe qu'on le sait chez l'enfant, mais c'est les mortalités par chute. Donc là, vous voyez, chez les enfants de moins de 1 an, il y en avait eu 3 cette année-là, d'entre 1 et 4 ans. 15 enfants sont décédés en France après une chute. Et vous voyez avec l'âge ici, entre 75 et 84 ans et 85 ans et plus, vous voyez ici le nombre de décès liés à la chute. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la chute, ils ne seraient pas morts. Ils ne sont pas morts tout de suite avec la chute, mais ils ont chuté, ils se sont cassés le col du fémur, ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait une confusion. Pendant la confusion, ils ont avalé de travers, ça fait une pneumopathie, ils ont fait des escarres et ainsi de suite. D'accord ? Donc tout ça, d'où l'importance de faire de la prévention et de repérer toutes les capacités, tous les syndromes gériatriques et les capacités pour pouvoir remonter tout le monde. Un nouveau mot, je ne sais pas si vous connaissez la sarcopénie. Hein. La sarcopénie, c'est l'équivalent de l'ostéoporose sur le muscle. C'est-à-dire c'est le vieillissement musculaire. Donc là, vous voyez ici, c'est une coupe de cuisse hein, en scanner, c'est un gigot en fait. Hein. Vous avez ici l'os, hein, vous avez ici la viande, et là, vous avez la peau. D'accord ? Et ben, chez une personne plus âgée, vous avez toujours l'os qui n'a pas trop bougé, mais si on allait voir à l'intérieur, il y aurait de l'ostéoporose. Ici, vous avez la viande qui est un peu maigrie, hein, qui est un peu moins tonique, et puis vous avez surtout la graisse qui s'est mise autour, et c'est quelque chose de quasiment inéluctable. On pensait avant, maintenant on sait qu'avec l'activité physique, on peut prévenir et ralentir cette sarcopénie. Donc là, vous avez compris, un masse musculaire, je fais moins d'activité physique pour X raisons, je deviens fragile. Si j'ai moins d'activité physique, je déprime, je suis constipé, j'ai de l'ostéoporose, et puis je deviens fragile. Et si j'ai un problème, je deviens dépendant. Ça, c'est les médicaments. Donc, vous voyez toute la liste des médicaments qui sont à risque de donner une confusion chez la personne âgée. Et donc, voilà, j'entends, oui, c'est tout ça. Et tout n'est pas là. Donc ça, c'est encore une autre liste, hein, c'est la suite, où vous voyez qu'il y a beaucoup de médicaments qu'il ne faut pas donner à la personne âgée qui est à risque, qui est fragile, parce qu'elle risque de faire une confusion si on lui donne tous ces médicaments. Ça, c'est quelque chose d'assez récent aussi, c'est le lien entre le vieillissement et les troubles du sommeil et les troubles de la mémoire. Alors, je vais vous expliquer ici, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc, tout ça, ce sont autant d'études qui ont été faites sur ce sujet. C'est-à-dire qu'ils ont analysé les patients qui avaient des troubles de la mémoire, est-ce qu'il y avait avec eux des troubles du sommeil ? Est-ce que les troubles du sommeil étaient la cause, a priori, des troubles de la mémoire ?
Et donc vous voyez ici que normalement, on doit être quand on est à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre eux. Vous voyez ou pas la droite qui est là? Il y a une droite qui est là à 1, tout pile poil ici, d'accord? Si toutes les études étaient à 1, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de lien entre troubles du sommeil et maladie de la mémoire. Et là, vous voyez que la plupart des études sont décalées sur la droite, par rapport au trait qu'il y a ici. Ça veut dire que toutes ces études qui ont été décalées vers la droite ont trouvé un lien entre troubles du sommeil et maladie de la mémoire. D'accord? Donc, de plus en plus, il est certain que les troubles du sommeil donnent des troubles de la mémoire, et c'est quelque chose qu'on va aussi évaluer dans le centre de prévention. Je vais vous en parler tout de suite après. Alors, le vif du sujet. J'ai décidé de bien vieillir. Vous connaissez tous le portrait de Dorian Gray, où le sujet ne vieillit pas, mais son tableau vieillit. Je pense qu'on est complètement passé aujourd'hui à une médecine qui est plus je ne vieillis pas de l'intérieur et tant pis pour les apparences, ou mettre les apparences un peu moins en avant. Et c'est surtout un vieillissement pour être bien dans sa tête, bien pour les autres, mais surtout bien vieillir. Et je pense que le but ultime aujourd'hui, c'est pas de vieillir très longtemps, c'est de vieillir le plus longtemps possible en bonne santé. Donc ça, c'est l'histoire du vieillissement, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, donc là c'est ce qui se passe au cours du temps. Vous voyez qu'il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, on parlait des hospices, et c'était vraiment des lieux où les gens étaient mal pris en charge. On ne savait même pas ce que c'était que les syndromes gériatriques. On accompagnait plus ou moins une fin de vie. Puis après, on a défini les syndromes gériatriques. On a commencé à comprendre, tiens, les personnes âgées, elles ont quand même des spécificités, n'ont pas d'organes, mais elles font confusion, chute, dépression, dénutrition. Et puis après, on est arrivé maintenant à la fragilité. Ça fait une quinzaine d'années qu'on parle de fragilité. Et maintenant, on est à la prévention, c'est-à-dire que je peux décider de mettre toutes les chances de mon côté pour bien vieillir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, je vous le demande, de porter la bonne parole autour de vous. On peut mettre toutes les chances de son côté pour essayer de ne pas avoir trop de problèmes de santé en vieillissant, en dehors et en plus des facteurs de risque de maladies classiques, le tabac, les graisses, l'obésité et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, on le sait, avant c'était il faut garder absolument un objectif, c'est le maintien à domicile. Aujourd'hui, c'est la mobilité. Toutes les études qui sortent aujourd'hui sont avec les mêmes résultats. L'activité physique prévient le vieillissement de quasiment la totalité des organes. Il y a encore beaucoup d'inconnus, mais toutes les études le montrent. Et je ne parle pas de sport, je parle d'activité physique. C'est-à-dire, c'est marcher. Quand vous devez vous faire livrer quelque chose qui est à 300 mètres, allez le chercher. Monter à 1 ou 2 étages à pied plutôt que prendre l'ascenseur. L'activité physique est le secret de jouvence aujourd'hui. C'est vraiment la priorité absolue, c'est marcher, marcher et marcher. Donc vous voyez, c'était le modèle 1 plus 2 plus 3 de Bouchon que je vous parlais tout à l'heure. Et est-ce qu'on ne peut pas rajouter dans les années à venir le modèle 1 plus 2 plus 3 plus 0, c'est-à-dire le vieillissement réussi, ce qu'on appelle le successful aging? Ça existe, je vous ai parlé d'Harriet Thompson tout à l'heure. Le vieillissement réussi, c'est une personne âgée, voire très âgée, qui est tout à fait autonome sur le plan physique, social et sur le plan cognitif. Et c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Et on voit bien qu'avec le vieillissement de la population en France, on a un pourcentage de personnes en vieillissement réussi qui augmente en plus du vieillissement de la population. Alors cette photo, elle est intéressante parce que vous voyez ici, c'était l'espérance de vie au moment de l'Égypte ancienne. Vous voyez ici, on n'allait pas très loin. Et puis vous voyez cette explosion au niveau du XXe siècle. Et puis on pensait aller aux 3 petits points. Et en fait, tous les articles qui sortent, il y a encore un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans la revue Nature, qui disent que Jeanne Calment, c'était vraiment exceptionnel et que vraisemblablement, on n'arrivera pas à aller beaucoup plus loin dans les années à venir en tout cas. Vous savez qu'on parle beaucoup d'immortalité, on en est très loin. Et en tout cas, l'important, c'est pas d'aller si loin que ça, c'est d'aller bien le plus longtemps possible. Alors, qui prend de la vitamine D? Qui n'en prend pas? Donc ceux qui n'en prennent pas, demain matin, vous allez voir votre médecin traitant. Vous êtes tous carencés. On est tous carencés, d'accord?
Alors en fonction de l'âge, c'est 1, 2, 3 ou 4 ampoules par an, mais votre médecin traitant doit vous donner de la vitamine D. Alors ça ne sert à rien de le doser parce que le dosage il est à 15,60 € et l'ampoule elle est à 2,40 €. Donc il faut en prendre en général aux alentours de 60. Si, mais c'est très rare les surdosages, c'est très rare. En tout cas, en termes de prévention en population générale, c'est 2 à 3 ampoules par an. Ouais. Et ça prévient vraiment le vieillissement alors des cheveux, mais c'est surtout le vieillissement osseux. Ça prévient aussi la sarcopénie, vieillissement musculaire. Il y a des liens tout à fait scientifiques qui ont été prouvés entre carence en vitamine D et sarcopénie et chute, et fracture bien entendu. Le système immunitaire aussi, pour vous défendre mieux des infections l'hiver, comme on disait avant, il faut avoir une vitamine D. Et on est tous carencés. C'est même pas la peine d'essayer de penser que vous n'êtes pas carencé. Il faudrait pas même. Ouais. En plus, maintenant, on se rend compte que les gens qui sont au sud se protègent à cause du mélanome, donc ils sont aussi carencés de plus en plus, les gens du sud. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre pour lutter contre le vieillissement, c'est primordial. Donc après, c'est concernant la chute, je vous disais, j'ai décidé de bien vieillir. Donc là, c'était des gens qui chutaient. C'est une étude par Madame Tinetti, qui est la reine de la chute, qui a pris 2 groupes contrôle de patients chuteurs qui étaient âgés, pas forcément tous polypathologiques type gériatrique, mais des gens qui chutaient. Et puis il y a un groupe à qui on n'a rien fait et un groupe à qui on a fait une intervention. C'est-à-dire on les a fait marcher et on leur a appris à mettre des chaussures qui tiennent bien aux pieds, à se faire opérer de la cataracte pour bien voir où ils marchent et ainsi de suite. Et elle a démontré que oui, on pouvait aujourd'hui lutter contre la chute et décider de bien vieillir en ne chutant pas. D'accord ? Donc vitamine D, bien garder une mobilité, bien voir, tout ça c'est les facteurs de chance de bien vieillir. Donc je vous parlais tout à l'heure du gigot, vous voyez ici, donc c'est une autre photo, c'est une femme de 40 ans ou un homme, je ne sais pas, on ne sait pas le sexe. On ne sait pas le sexe, mais peu importe. Là, c'est quelqu'un de 74 ans. Et bon, tout le monde n'est pas athlète, mais vous voyez ici, c'est un athlète de 70 ans, d'accord ? Et vous voyez qu'il a un bon beefsteak dans les cuisses, et qu'en restant actif, il a réussi à garder une masse musculaire tout à fait normale, malgré ses 70 ans. Donc, c'est pas inéluctable et il y a moyen d'entretenir, quand je vous disais de plutôt monter à pied 1 ou 2 étages que de prendre l'ascenseur. Pensez à vos beefsteaks des cuisses, ça vous permettra de maintenir une bonne mobilité et une bonne activité physique. Ça, c'est aussi un lien qui a été surprenant. C'est encore une fois une méta-analyse entre, je vous disais que le muscle, l'activité physique était peut-être l'organe de jouvence. Vous voyez ici, c'est donc une méta-analyse, c'est encore un grand nombre d'études. Là, ici, vous avez le 1, c'est le lien entre activité physique et démence. Et donc la grande surprise de toutes ces études, quand on les reprend une par une, vous voyez que si c'était à 1, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de lien entre activité physique et démence. Et là, vous voyez que c'est en dessous de 1, c'est-à-dire que quand il y a activité physique, il y a moins de démence. D'accord ? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très lié. On ne sait pas forcément, c'est même pas forcément, on ne sait pas encore comment ça marche. Mais en tout cas, on sait que garder une activité physique vous permet de décider de bien vieillir. Si vous avez une activité physique, vous serez moins constipé, vous aurez une meilleure nutrition, vous irez voir vos parents, vos enfants, vos voisins, vos petits-enfants, vous irez chez l'ophtalmologue vous faire opérer de la cataracte et ainsi de suite. D'accord ? Donc le lien, encore une fois, ici, il est bien clair pour garder cela. Alors, vieillissement réussi, bien vieillir et vieillir bien. Le vieillissement réussi, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qu'il faut cibler. C'est vraiment important d'essayer d'aller sur un vieillissement le plus réussi possible. Alors après, il y a la faute à pas de chance des fois, mais mettons toutes les chances de notre côté. Et donc, c'est vraiment garder toutes ses capacités quasiment, c'est-à-dire c'est avoir 90 ans et surfer sur le web, prendre sa voiture, prendre un avion et ainsi de suite. Moi, l'autre fois, en consultation, il y a un patient qui me demande « Professeur, qu'est-ce que vous pensez du Q10 dans le cadre du ralentissement, du déclin de mon insuffisance rénale ?» Je dis oui, c'est cela. Alors je savais à peu près ce que c'était que le Q10. Je dis mais vous avez vu ça où ? Ah, sur Internet, j'ai lu l'étude de monsieur machin. Il montre que le Q10, ça peut marcher dans l'oxydation de telle protéine dans la cellule du rein et ainsi de suite.
Voilà. Et ce monsieur, je me posais des questions, est-ce que je le mettais en dialyse ou pas? Parce que 90 ans, je me suis dit, je vais peut-être pas lui rendre service. Et je lui ai dit, en tout cas, j'ai pas la réponse à votre question, mais je pense que si un jour il faut dialyser, il faudra y aller parce que vous êtes en vieillissement réussi. Allez-y, d'accord? Donc, ouais, non, mais c'est vraiment important d'avoir ces modèles hein, de patients qui, je l'espère, ne seront plus des modèles bientôt parce qu'on va tous aller vers ce vieillissement réussi. Alors, on part souvent du centre, des centres de bien vieillir. Il faut faire attention de ne pas trop exagérer parce que le bien vieillir, ça peut être un peu normatif. C'est-à-dire, si je ne suis pas comme ça, je n'ai pas bien vieilli. D'accord ? Et donc là, il ne faut pas aller trop loin dans ce qu'on veut. Et moi, je pense que c'est peut-être plus le vieillir bien, parce que vieillir bien, c'est on se réfère à ses propres normes. À l'hôpital, on voit des patients très âgés, très polypathologiques, qui ont perdu tout le monde autour d'eux, qui n'ont plus d'argent et ils sont heureux. D'accord ? Et ces patients, si on leur demande comment vous êtes, ah ben ça va, je suis bien, merci, je suis heureux, je suis heureuse et ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est des critères qu'il faut savoir se donner, c'est-à-dire c'est pas forcément vieillir bien comme tout le monde me dit que je dois bien vieillir, c'est est-ce que je suis bien, moi tout seul dans mon coin, dans ma tête. Et c'est vraiment la finalité de tout, d'ailleurs, je pense, c'est d'être heureux. Alors bon, ça vous avez compris, qu'on passe d'histoire de maladie, de facteurs de risque de maladie, des organes, à un concept beaucoup plus global de situations qu'il faut prévenir. On n'est pas sur de l'organe, mais on est sur des syndromes. Alors, syndrome gériatrique, mais ce n'est pas forcément très, très beau. On va dire syndrome du vieillissement ou syndrome du grand vieillissement. Et pour les anticiper, il faut les connaître. Et donc, c'est la liste que je vous ai montrée. Et il faut donc agir. Agir, c'est quoi ? Je fais souvent ça, parle à ma main. Vous vous souvenez c'était Michael Young, je crois, qui avait fait une chanson sur parle à ma main. Problème, c'est que je vais rajouter des doigts régulièrement parce qu'avec les études qui sortent, il y a de plus en plus de choses qui nous font prendre conscience qu'avec des choses simples, on peut décider de bien vieillir. Donc peut-être qu'un jour, ce sera par la même main. En tout cas, il y a je suis bien dans ma tête, c'est-à-dire dès que j'ai un problème de mémoire, dès que je fais un syndrome confusionnel ou quelqu'un dans votre entourage, s'il vous plaît, envoyez-le à un spécialiste de la mémoire, un neurologue, un gériatre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir une confusion parce qu'on est hospitalisé, parce qu'on se fait opérer, parce qu'on a un nouveau médicament. D'accord ? Si ça arrive, c'est qu'il y a un problème. Le patient, comme je vous ai dit en conclusion, il a peut-être eu la chance de faire ce syndrome confusionnel et de vous dire je fais mon angine de cerveau, donc allez voir si mon cerveau il va bien. L'activité sociale, aujourd'hui on ne sait pas très bien ce que c'est qu'une activité sociale optimale, adaptée. En revanche, on sait très bien que l'isolement social est un facteur majeur d'accélération du vieillissement. Si je suis isolé social, je ne vous raconte pas l'histoire, je vais encore faire sourire au fond de la salle. Si vous êtes isolé social, vous mangez moins, si vous mangez moins, et ainsi de suite. D'accord ? L'activité physique, donc ça c'est le top du top, c'est vraiment le numéro 1 à garder, à cibler, conserver une activité physique le plus longtemps possible. Il faut nous faire violence pour la conserver. C'est vrai que des fois ça va plus vite d'appuyer sur le bouton, c'est moins fatigant. Bouton de l'ascenseur, c'est moins fatigant. Autour de vous, c'est pareil. Si vous repérez quelqu'un, peu importe son âge, qui commence à avoir une activité physique qui diminue, il va accélérer son vieillissement. Le bien manger, ça aussi, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que toute sa vie, on a tendance pour la plupart d'entre nous, à faire attention parce qu'on prend un peu de poids. Après, on est diabétique, il ne faut plus manger de sucre. Après, on a une hypertension, il faut moins manger de sel et ainsi de suite. Donc ça, c'est des habitudes qui sont bien rentrer dans les têtes, pas dans les mœurs, parce que tout le monde n'arrive pas à suivre ce régime. Mais quand on va passer dans le vieillissement et le survieillissement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment, je vous disais tout à l'heure, la courbe de poids se stabilise, on est en plateau, et à un moment, elle diminue. Et c'est là qu'il faut faire attention à bien manger, à avoir un certain apport de calories de manière assez suffisante. On en parle souvent avec Pascaline pour notamment la maladie d'Alzheimer et nutrition. Il y a un lien qui semble de plus en plus franc, mais il faut vraiment repérer les gens qui d'un seul coup deviennent, pas dire survieux parce que c'est pas très joli comme mot, mais sont en grand vieillissement et mangent moins parce que c'est un facteur, un marqueur de fragilité, et s'il y a fragilité,
c'est réversible, mais c'est aussi potentiellement la porte d'entrée vers la dépendance. Les personnes âgées polypathologiques qui ont plein de médicaments et plein de régimes, nous, on n'arrête pas les médicaments, on les diminue, on les adapte, mais par contre, on arrête tous les régimes. Les personnes âgées polypathologiques diabétiques, on leur laisse manger ce qu'elles veulent. En sel, c'est pareil, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire un régime à 90 ans si on est âgé polypathologique. Et ça, c'est très dur de changer pour un patient, mais encore plus dur pour un médecin non gériatre, le cardiologue, le néphrologue, le diabétologue qui dit pas de sucre, pas de sel et ainsi de suite, de dire non, maintenant c'est bon, vous pouvez changer vos normes de comportement alimentaire. Le bien voir, le bien entendre, le bien dormir. Donc ça, vous avez compris, l'histoire de la cataracte, qui peut être quelque chose d'assez banal, mais qui peut être le début d'un vieillissement qui va s'accélérer parce que le fait de moins voir, on va arrêter de faire plein de choses. Le sommeil, ça c'est un grand avenir et la grande inconnue. Vous savez qu'il y a quelques années, il a été découvert qu'on avait une espèce de système lymphatique d'épuration dans le cerveau qui se met en route la nuit. Et donc, si on n'a pas toutes les phases habituelles de sommeil, ou si on a des dettes de sommeil, ou si on a des décalages horaires, ce système lymphatique d'épuration du cerveau ne se met plus en marche. Et donc, on accélère le vieillissement cérébral. Donc, il y a tout un champ qui s'ouvre aujourd'hui. On ne sait pas encore où on va, mais en tout cas, on sait qu'il faut repérer tous les troubles du sommeil. Alors, il y a les troubles du sommeil très simples, ou il y a les troubles du sommeil les plus graves, comme les syndromes d'apnée du sommeil, qui sont de plus en plus diagnostiqués. Donc pour en revenir, c'est ma dernière diapo. Donc c'est le centre de prévention qu'on est en train de construire à l'Institut Pasteur de Lille, donc qui s'appelle Centre Pasteur Lille, CHU de Lille, Prévention, Santé, Longévité, qui a fait l'objet d'une grande convention entre l'Institut Pasteur, le CHU de Lille et l'Université de Lille avec les facultés de médecine, de pharmacie et de chirurgie dentaire. Donc c'est tous ensemble qu'on est centré sur cette médecine de prévention, qui est une médecine de prévention qui sera à tout âge, mais avec des particularités. C'est-à-dire qu'on va proposer un parcours longévité, c'est-à-dire qu'on va, en plus du bilan de santé classique, vous l'avez compris, décider de bien vieillir pour notre population en Nord-Pas-de-Calais, et puis pour nous aussi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va quantifier l'activité physique, et si l'activité physique, elle est normale, on ne fait rien. Si l'activité physique n'est pas normale, on va proposer un suivi et une évaluation de cette activité physique. C'est-à-dire que ce ne sera plus comme avant une simple lettre que l'on vous remet ou qu'on le remet au médecin traitant et puis que chacun fasse ce qu'il veut. C'est qu'on va proposer un service, un suivi, un coaching et une évaluation après pour savoir si on a réussi à faire remonter le patient en termes d'activité physique et s'il était fragile, essayer de le remonter. La même chose sur l'activité cognitive. Là, il n'y a quasiment rien dans la littérature, donc on va être novateur et visionnaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait évaluer si quelqu'un a des troubles de la mémoire. En revanche, on ne sait pas dire si telle ou telle personne a une activité physique suffisante. Est-ce qu'il regarde le plafond en longueur de journée? Est-ce qu'il regarde des émissions pas très intellectuelles à la télé, ou est-ce qu'il est sur Arte, des émissions superculturelles et ainsi de suite? Aujourd'hui, on va se proposer de quantifier l'activité cognitive, et si avec des outils qu'on va définir, si on a l'impression que le patient est à risque de ne pas faire marcher assez son cerveau, ça veut dire qu'il sera à risque de faire une maladie d'Alzheimer ou une démence, ça on le sait très bien, à ce moment-là on proposera un coaching, un suivi, c'est-à-dire des activités cérébrales, cognitives. Alors ce sera soit en présentiel, soit par téléphone, soit par application, soit par Internet. Et on va évaluer ce qu'on fait. Et donc, il va y avoir des activités de recherche sur les outils qui vont nous permettre de définir activité cognitive normale ou pas. Et puis, quel est le type de suivi qu'on a proposé? Est-ce qu'il a été efficace ou pas? Pareil pour l'activité sociale. Je vous ai dit que l'isolement social est un facteur de risque de mauvais vieillissement. La nutrition, bien voir si les gens sont à quelle phase de leur nutrition, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont encore en phase croissante, est-ce qu'ils sont en plateau, ou est-ce que le poids est en train de diminuer, et à ce moment-là, on proposera un coaching nutritionnel pour refaire manger. Et si par contre ils sont en surpoids, obésité, diabète, essayer de proposer un suivi, un coaching et des recommandations pour perdre le poids, se mettre dans des conditions normales. La vue et l'audition, là c'est pareil, on va centrer sur
la vue classique hein, avec les lettres à lire, mais également repérage de la cataracte, repérage de la DMLA et du glaucome, hein, ces maladies dont la fréquence augmente avec l'âge ou spécifiquement liées à l'âge, comme la DMLA. L'audition avec la presbyacousie, hein, la baisse de l'audition, notamment quand il y a du bruit, on n'arrive pas à capter la personne qui parle en face de nous, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail party, et ça se prend en charge très facilement par un audioprothésiste, mais encore faut-il l'avoir repéré et diagnostiqué. Le stress et le sommeil, donc ça c'est quelque chose qu'on va quantifier. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de leur sommeil, mais ne savent pas du tout s'ils sont sur une phase temporaire de mauvais sommeil parce qu'il y a eu un problème autour d'eux, ou est-ce que c'est un vrai syndrome d'apnée du sommeil. Donc là, il va falloir qu'on mette effectivement le curseur, c'est-à-dire pas de trouble de sommeil, on ne gère pas le sommeil. Petit trouble du sommeil, on va gérer pour essayer d'apprendre aux patients à mieux dormir, ou si gros trouble du sommeil, à ce moment-là, ce sera un transfert de la pathologie vers l'hôpital. Le bon usage du médicament, ça c'est pareil, hein, je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui preniez des somnifères, des anxiolytiques, des antiacides, des IPP. Tout ça, on sait très bien que c'est nécessaire à un moment donné, mais jamais à long terme. Et beaucoup de médicaments sont mis pour une période provisoire et puis en fait sont gardés à vie. Et on sait que ça a des effets délétères. Hein. On sait aujourd'hui qu'il y a un lien quasiment direct entre somnifères et troubles de la mémoire. Les inhibiteurs de la pompe à protons, les antiacides, là aussi il y a des doutes sur peut-être des risques de faire des troubles de la mémoire. Donc tout ça, on va apprendre à tous nos médecins du centre et puis à tous les patients qui vont passer au centre de prévention santé-longévité pour repérer tout cela. Et donc vous voyez que s'il n'y a pas de risque, et ben retour au médecin traitant, et puis nous on reverra le patient dans 5 ans s'il le faut. S'il y a un gros problème de santé, et ben c'est pour l'hôpital, d'accord. Et puis si le patient est juste dans un repérage de situation à risque, on n'est pas un centre de soins, on est un centre de prévention, c'est-à-dire pas de problème médecin traitant, problème de maladie, le médecin traitant ou le CHR, et puis s'il y a juste un facteur de risque, à ce moment-là, on le prendra en charge avec un suivi de l'efficacité, parce que c'est important de suivre la prise en charge, sinon on dit au patient que vous avez ça, et puis le patient il en fait ce qu'il veut, et régulièrement on revoit le patient 4 ans ou 5 ans après, et rien n'a été fait. Voilà, je vous remercie, avec grand plaisir pour répondre à vos questions.